Je me livre. 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 Bienvenue sur le podcast Je me livre, un podcast où je rencontre des écrivains, écrivaines qui vivent dans le Perche ou qui sont de passage dans la région. Ils ou elles mettent plus ou moins de leur vie, de leur vécu dans leurs livres, alors je fais ma curieuse. Je veux en savoir plus sur eux et leur aventure avec l'écriture. Je n'ai pas forcément lu leur livre avant, peut-être le lirai-je après. L'auteur ou un comédien, une comédienne, lit un extrait à la fin de l'entretien. Vous allez entendre entretien avec Madame Anne de Pasquale. Anne de Pasquale, c'est incroyable tout ce qu'elle a vécu. Alors dans cet épisode, elle va nous parler de sa vie de chanteuse, sa vie de comédienne, de ceux ou celles qu'elle a rencontrés, Jacques Brel, Woody Allen, Ingrid Bergman, Roger Moore, bien sûr, puisqu'elle était James Bond girl. Mais comme elle le dit, ce n'est pas le plus important. Sa vie a changé avec son arrivée dans le Perche, dont elle est éperdument amoureuse. Anne de Pasquale écrit, elle écrit des romans à suspense. L'intrigue du dernier, Alex Baby, se déroule dans le Perche. Et en ce moment, Anne écrit des romans jeunesse. Et ça donne envie. Elle nous raconte tout ça. Bonne écoute. Bonjour Anne de Pasquale. Bonjour Sarah Denis. Anne de Pasquale, la première question, un peu spéciale, c'est qui es-tu ? Oh, ça c'est une très grande question. Moi je suis une grande américano-suédoise. Grande, je dis en taille. J'habite le Perche depuis 35 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai été comédienne, j'ai été chanteuse, j'ai été compositeur, j'ai été scénariste à la télévision. Et maintenant je suis auteur de suspense. Mais que de vie tu as eu et que de rencontres tu as faites. Si on s'arrête, raconte-nous un petit peu quand tu es adolescente, que tu as 17 ans et que tu commences à avoir une vie artistique. Quand j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée, enfin je finissais le lycée en Californie et j'avais une bourse pour continuer mes études à l'université de Santa Cruz. Donc j'avais absolument aucune idée du destin qui m'attendait. Et je suis venue un an avant de reprendre des études. Ma mère nous a offert avec moi et ma sœur une année de camping à travers l'Europe. Sympa. Et quand on était en Grèce, il y a un metteur en scène qui parcourait les rues d'Athènes. Il cherchait une touriste pour jouer dans son film. C'était un metteur en scène extraordinaire qui avait déjà eu 2 nominations Oscar. Et il m'a vu, il m'a dit « Mademoiselle, est-ce que vous voulez faire des essais pour un film ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Et finalement, j'ai fait ce film qui était un tout petit film noir et blanc avec 5 membres dans l'équipe, très très petit budget. C'était une histoire d'amour entre une touriste anglaise et un berger grec. Et ce film a fait le monde entier. Je suis allée au Golden Globe à Los Angeles avec. Il a eu plein de prix dans le monde entier. Donc à 18 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste en Grèce où j'ai eu d'autres propositions de films, et où est-ce que je laisse tomber mes études, ma famille, ma mère et tout. Et j'ai discuté avec ma mère qui était absolument extraordinaire. Elle m'a dit, c'est ta vie, tu prends tes ailes, tu fais ce que tu veux. Et donc je suis restée en Grèce 4 ans. Et j'ai fait 5 ou 6 films, j'ai joué au théâtre, j'ai appris le grec, et puis voilà. Je me livre. Puis après, il y avait les problèmes politiques. C'était au moment du dictatorship, le junta en Grèce. Donc je suis venue à Paris avec ma petite voiture. Après une rencontre avec la délégation française dans un festival de films à Rabat, ils m'ont tous dit « Viens en France, on va t'aider ». Donc j'ai pris ma petite voiture, c'était en 69. Et je suis arrivée à Paris, puis j'ai continué ma carrière à Paris. Et donc, la carrière de chanteuse, elle intervient à quel moment ? Justement, c'est dans ces années-là C'est quand je suis arrivée à Paris. Moi, j'ai toujours trimballé ma guitare avec moi. J'avais composé plein de chansons pour moi, que pour moi. Et puis, un soir, avec mon nouveau mari, il m'a dit, il y a un invité qui vient dîner. Un monsieur arrive. Oh, c'est très chouette comme histoire. Un monsieur arrive, je le connaissais pas, je connaissais personne. Et mon mari me dit, chante-lui quelques chansons. Et moi, je suis hyper timide, mais j'ai chanté quelques chansons. Et il était très apprécié. Il a dîné un cassoulet, une boîte de cassoulet que j'ai ouvert parce que je ne savais pas faire la cuisine. Et ce monsieur est parti.
Et après, j'ai dit, mais c'est qui Jacques Brel? J'ai dit à mon mari, c'est qui Jacques Brel? Il m'a dit ce qui était. Et Jacques Brel a contacté une maison de disques qui m'ont fait faire des enregistrements. Et puis voilà, j'ai fait un 33 tours et quelques 45 tours grâce à Jacques Brel, chez qui j'ai offert un cassoulet en boîte. C'est pas banal comme histoire. Oh, c'est très belle. Tu as passé très belle histoire. Une soirée avec Jacques Brel et ensuite tu chantes et tu fais Oui, des mais disques. moi je suis pas quelqu'un qui laisse tomber les noms comme ça. Mais j'ai vécu avec mon premier mari qui était dans le métier de comédie. Tous ses amis étaient des comédiens, des metteurs en scène, des gens connus qui me faisaient ni chaud ni froid. Mais je raconte cette histoire parce que c'est quand même marrant. Oui, tout à fait. Alors moi j'avais sélectionné une chanson. Tu vas me dire si ça correspond bien à un petit bout de Réponds-moi. Ah, mais tu l'as trouvé sur Internet. Ouais. Pourquoi faut-il se réveiller? Ah là là, des souvenirs. L'amour s'est envolé. Qui a touché au sablier? Réponds-moi. Le ciel est sans dessus dessous. Ça, c'est pas une chanson de moi. Non. Et ma vie prend l'eau de partout. C'est une chanson très commerciale qu'on m'a fait chanter. Quoi la nuit tombe. Mais c'est sympa. Mais si tu vas sur YouTube et si tu tapes Anne Lundberg, Alors Anne Lundberg, ne ferme pas ta porte. voilà, c'est ça. C'est celle-là. Celle-là, j'aime bien. Ne ferme pas ta porte sur mon cœur. Mon cœur est sous la pluie. Ne m'oublie Voilà le film dont je vous parle. Ça, c'est les extraits du film noir et blanc grec qui a fait le tour du monde. Ça s'appelle Koriches Tonilio en grec. Et tu as aimé cette période? Non, chanteuse, non. J'étais pas faite pour ça. J'ai fait plusieurs émissions de télévision, Jacques Chancel, enfin des trucs comme ça. Maretti et Gilbert Carpentier, plein de trucs comme ça pour promouvoir. J'étais tellement stressée. Je n'aime pas me produire devant un public. Je n'aime pas ça. C'est peut-être une genre de pudeur chez moi. Et tout ce qui allait autour, jouer le jeu de tout ça, être dans le vogue. Même il y avait une émission de radio de Philippe Bouvard où j'étais là interviewée avec deux autres chanteurs qui sont devenus très connus, Catherine Lara et un jeune Forestier, le Forestier. Maxime. Et Maxime. Et il y avait Ingrid Bergman qui était là aussi, qui était interviewée en étant comédienne. Et Philippe Bouvard qui était... Et moi, je ne parlais pas encore très bien le français. Philippe Bouvard qui est très ironique et très sardonique, s'est moqué de moi en comparant mon nom Lundberg avec un os Lambert, je ne sais pas quoi. Et il fallait que je chante en direct. J'étais nulle, j'étais une pieuvre, plein de gélatine, je tremblais de partout. Et Ingrid Bergman est venue me voir après, elle est suédoise comme moi, enfin moi. Elle était d'une gentillesse avec moi. Elle m'a dit, c'est pas grave, il était méchant avec vous, c'est pas grave, it's okay, don't worry about it. Ça c'est encore un souvenir. J'ai encore parlé des gens connus, mais on aime bien. Oui, les gens ils aiment bien ça. Aussi, bon, bien sûr. Maintenant, on peut parler aussi de ce film. Ah oui, on n'y échappe pas, ça c'est sûr. Qu'as-tu retenu de cette aventure de James Bond Girl dans un film avec Roger Moore? Alors, j'ai retenu 6 mois de tournage, parce qu'on nous bloque pendant 6 mois, même si on n'a que quelques scènes, dans des décors absolument sublimes. C'était plus tout ce qui entourait les décors, par exemple les décors du fusée spatiale, c'était absolument extraordinaire. Il n'y avait pas d'effets spéciaux à ce moment-là. Il n'y avait pas le digital, enfin tous les effets qu'on fait aujourd'hui digitalement, virtuellement. C'était fascinant pour moi. C'était plus techniquement fascinant pour moi. J'avais la chance d'être déjà une comédienne. J'avais déjà fait 2 films avec le metteur en scène Louis Gilbert. Donc j'avais pas besoin de faire un essai. Et il m'a dit, est-ce que tu veux être un James Bond girl? Ça me rappelait le metteur en scène anglais. Et j'ai dit, ah oui, pourquoi pas? Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une scène quand même de comédienne.
avec un dialogue avec Roger Moore. Tu étais guide dans un musée Oui, j'étais le guide dans le musée de verre à Venise. Je suis pas allée à Venise, et tout était dans le décor à Paris. Mais j'ai des très bons souvenirs. J'ai pas un mauvais souvenir. Il y avait Jean Renoir, qui était le directeur de la photo, qui malheureusement était très malade. Il était remplacé, mais on s'est lié une amitié avec lui. Il y avait des gens dédiés, talentueux. Alors, vous voulez parler de Roger Moore, il était extraordinairement poli, anglais, très sérieux dans son boulot. Il y avait une scène, il y a la scène où il se bat avec le grand serpent, le anaconda, dans la rivière en Amazonie. Donc, il était toute la journée, avec un doubleur bien sûr, mais il était beaucoup dans l'eau. Et à la fin de la journée, il sort de l'eau, il était 18h, il regarde sa montre, il dit « Ah !» Il dégoulinait de l'eau, dégoulinait. « Ah, enfin, Can I go back to my hotel? Je vais rentrer à l'hôtel, prendre une douche, un bon whisky. » Et l'assistant metteur en scène lui dit « Monsieur Moore, désolé, vous avez une conférence de presse avec toute la presse française dans un quart d'heure. » Alors, il essuie sa cravate qui était pleine d'eau, il range son costume, il lui dit « J'arrive. » Classe, pro. La classe, extraordinaire. Oui. Tout le monde était gentil, tout le monde. Les filles avec qui j'ai tourné, on s'est pas vraiment liés d'amitié, mais il y avait une très bonne ambiance, de chaleur, de camaraderie. Et puis, à la suite de ça, tout le monde pensait que les carrières allaient s'envoler. Non, ça, c'est absolument rien. Ça n'a rien eu comme répercussion sur ma carrière de comédienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose avec Woody Allen? Ah J'ai vu oui. dans un article Woody Allen. Alors, je sais pas si tu as lu, mais on a tourné je crois que c'était à Prague ou à Budapest, je me souviens plus. J'avais juste un tout petit rôle et j'avais une seule ligne de dialogue. C'était dans une énorme salle de réception, tout le monde en costume et tout. Moi, j'étais d'un côté, Woody Allen était de l'autre côté de la salle et mon dialogue, c'était en anglais, en français, si vous voulez. Boris, il s'appelait Boris dans le film. Vous avez oublié votre blinis, le blinis, l'espèce de blinis qu'on mange avec du caviar. Et en anglais, le mot blinis ressemble beaucoup au mot pénis. Et donc, j'ai crié mon dialogue. Boris, you forgot your blinis. Et it came out penis. Et tout le monde, C'est mis à éclater. surtout pour Woody Allen. Woody Allen, qui est obsédé par le sexe, il a éclaté de rire. Il y avait 300 personnes de figurants. Tout le monde était plié en deux. Et bon, il est obligé de refaire la scène, mais j'ai eu du mal à récupérer mon sérieux. Après, tu es reparti sur autre chose dans ta vie. C'est un moment, tu as laissé le côté showbiz. Tu t'es dit, j'ai envie d'autre chose. C'est pas que j'ai envie, c'est que toute ma vie était le destin, la boule qui roule. J'ai absolument rien, sauf les livres. On va venir à ça. On est venu s'installer dans le Perche avec mon mari qui était également comédien, Frédéric de Pasquale. On avait marre du métier tous les deux et on a commencé à écrire des scénarios pour la télévision et ça a marché. Pas des grands scénarios, on a fait une quarantaine de demi-heures, des films de demi-heure. Histoire d'amour, histoire de suspense, des choses comme ça. On a écrit un long métrage pour Canal+, qui s'appelait Le Fils de Paul, qui a été produit par France 2, donc ça c'était sympa. Et puis, pendant ce temps-là, j'avais envie d'écrire pour moi. Donc j'ai commencé juste un exercice de roman suspense, j'adore les suspens. Mais j'ai écrit vraiment pour moi, j'ai fermé la porte. Je voulais pas que Frédéric, mon mari, m'interroge. C'était un projet personnel. C'était intime. Voilà. Tu voulais te retrouver avec toi-même, ton papier, ton crayon et écrire. Oui, mais encore une fois, sans idée de succès ou ni de publication, d'édition ni rien. Et donc j'ai fini ce bouquin, je l'ai mis dans un tiroir et puis je l'ai oublié. Et puis un jour, je rencontre par une amie en commune, Andrea Japp, qui est une excellente écrivaine de suspense. Peut-être tu pourrais l'interviewer un jour, ce serait génial. Andrea, c'est une femme formidable. On avait bu un soir, j'ai bu du vin, et puis je lui ai dit, écoute Andrea, j'ai écrit un suspense, est-ce que tu pourrais le lire? Juste me donner ton avis. Encore une fois, sans idée. Vraiment, je vous jure, sans idée derrière la tête. Je lui ai donné. 3 jours après, elle m'appelle en disant « Viens, on va discuter ». Elle m'a dit « Voilà, c'est excellent, ou je vais l'envoyer chez Marabout ou chez la Flammarion ». Je dis « Quoi ?»
Elle m'a dit oui, on va voir. Une semaine après, j'étais dans le parking de Intermarché et c'était après beaucoup de neige. C'est la première fois que j'ai pu sortir. J'avais ma chienne Paille qui était assise à côté de moi. Et j'ai eu un coup de fil d'André en disant Marabout va publier ton bouquin. Yo. Et en plus, c'était en anglais. Je me suis dit, personne va lire un bouquin en anglais. Ah bah voilà. Et j'étais tellement suffoquée que j'ai pris ma chienne à côté de moi. J'ai embrassé sous les oreilles partout. Je dis Paille, je l'ai embrassée partout. Il y a des passants dans le parking qui me disaient, mais elle est complètement folle, cette femme. Et puis voilà, comme ça, c'est démarré ma carrière, mon aventure d'auteur de suspense. Les podcasts du Perche.com. Je me livre. Après, tu as pris le pli, tu as eu envie encore de passer ces moments avec toi-même, à écrire pour toi-même. Ah bah oui. Et pour le partager avec les oui. autres après. De toute façon, à ce moment-là, quand le bouquin a été publié, Frédéric était déjà décédé. J'étais déjà seule. C'est dommage parce qu'il aurait été content pour moi. Ce premier bouquin s'appelle « Dites-moi qu'elle est vivante », donc c'est sorti. Moi, j'ai continué tout de suite un deuxième, « Les couleurs de la peur », qui a été accepté aussi rapidement. Et puis le troisième, « Alex's Baby », qui m'a pris 4 ans d'écriture, qui n'était pas accepté tout de suite. Il fallait que je le retravaille beaucoup. Tu l'expliques comment pourquoi sur ce troisième livre J'ai été peut-être trop sûre de moi-même. Tout a été facile jusqu'à là. Et Alex's Baby, je me suis dit, très bien, ça va passer comme une enveloppe, comme une lettre dans l'enveloppe. Une lettre à la poste. À la poste. Et finalement, c'était messy. C'était pas bien construit, c'était pas bien. Donc, Marabout m'a envoyé une lettre en disant, voilà, ça va pas du tout. Ou vous le reprenez complètement, ou on laisse tomber. Et donc, j'ai pleuré pendant 3 jours. Et après, j'ai tout mis sur la table. J'ai une grande table de couvent. J'ai mis toutes les feuilles sur la table et j'ai travaillé. J'ai compris qu'ils avaient raison. C'était une très bonne leçon pour moi. Et pendant 6 mois, je l'ai retravaillé. Je l'ai coupé, j'ai affiné. Et ils l'ont accepté après. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, quand j'écris, je fais très attention à tout. Je reprends, je coupe. Il faut pas avoir pitié avec soi-même. Il faut avoir le courage de couper même 3-4 scènes, même des pages et des pages, de refaire. Ça devient de plus en plus dur. Il faut réussir à oublier l'avenir. Est-ce que ça va avoir du succès? Est-ce que ça va être publié? Il faut travailler pour soi-même. Et puis ça fait depuis 2015 que j'ai pas eu de bouquin publié. J'ai écrit un 4e suspense. Marabout m'a fermé les portes. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai payé une amie. Tu connais Sylvie Schneider? Fabuleuse. Elle est devenue une très bonne amie. Elle est en train de traduire en français. Donc, je lui paye de ma propre poche. Et puis, on va voir... Pour le soumettre. Oui, parce que les éditeurs ici en France, maintenant, avec tout ce qui se passe, ils vont pas lire des bouquins en anglais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Marabout pour ça. On est toujours dans le suspense avec ce 4e. Ça, c'est un suspense pour les adultes. Et en ce moment, je suis en train d'écrire, comme je t'ai parlé, 4 volets de suspense pour les jeunes. Roman jeunesse. Tu en es où, alors? Dans le 3e. Oui. Et le premier était traduit par Yann Apéry, mon fils aîné. Donc, je l'ai en français. On attend des réponses des éditeurs, mais rien. Et je me décourage. Je sais que c'est dur en ce moment. Il ne faut pas que je pense à ça, il faut que je continue. Oui, il faut avancer, sinon on ne fait plus rien. Donc, il faut y aller. Puis ça me donne de la joie quand même si c'est dur. Entretien avec madame Anne de Pasquale. Tu me redis un mot sur justement ce roman jeunesse, les personnages, ça m'avait fait c'est vrai rêver. Que je t'en ai parlé. Oui. C'est surtout une jeune fille, Priscilla. Elle a 11 ans, qui est mal dans sa peau. Elle est harcelée à l'école, elle est malheureuse, elle n'a pas d'amis, elle a que son poney avec qui elle s'échappe dans la forêt à côté de chez elle. Et elle a des visions, ça c'est très important, elle a des visions, des prémonitions qui se réalisent être vraies. Mais elle ne sait pas d'où viennent ces visions. Et le bouquin commence un matin, elle se réveille très tôt pour partir en forêt avec son poney, c'était un dimanche matin. Et en se réveillant, elle a une vision qui la fait très peur. Elle voit un corps allongé sous un arbre. Et elle sait que son poney va lui emmener à cet arbre. Elle le sait. Et donc elle part en forêt.
Elle frissonne de peur, elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle sait ce qui l'attend va lui changer la vie. Et finalement, pour raccourcir l'histoire, cette jeune fille finit par trouver un jeune garçon de 13 ans, qui vient d'Afghan, qui a fait un parcours horrible, qui a atterri dans une forêt en France tout seul, et elle le sauve, entre guillemets, et il y a une amitié très, très chouette qui se crée entre ce jeune garçon qui s'appelle Tarek et Priscilla. Très touchant, très émouvant, du suspense, des rires, des rencontres, mais c'est surtout l'évolution de cette jeune fille, Priscilla, qui prend confiance. Par exemple, pour Priscilla, j'ai juste une anecdote pour l'histoire pour les jeunes. J'étais en train de dormir profondément et je me réveille, j'ouvre les yeux, il était 3-4 heures du matin et je vois une jeune fille debout à côté de mon lit. Et je la vois comme si elle était là, des taches de rousseur, les cheveux un peu souris, toute menue, des grandes mains, enfin. Et elle me sourit, elle me dit, "Hello, my name is Priscilla." And then she says, and this is Sam. Et on rentre un poney dans ma chambre, un poney, un Connemara. Et je me rendors, et le lendemain matin, j'ai commencé à écrire. Donc le premier est traduit en français mais pas encore édité, donc oui. On l'attend. Oui. Parlons d'Alex Baby, puisque là c'est un livre qui est en vente aujourd'hui, avec même 2 couvertures différentes, et ça se passe dans le Perche. C'est l'occasion de reparler d'Alex Baby, et la question que je voulais te poser, c'est, on est toujours dans le suspense, est-ce que tu t'inspires des faits divers par exemple pour te plonger dans ces univers-là? Non, je ne sais pas d'où viennent les idées. Bah, bien sûr, il y a l'éternel tueur en série qui apparaît, mais c'est pas le fil de l'histoire, ça. Non, je ne sais pas d'où viennent mes idées. Vraiment, je ne sais pas. Des fois, je me réveille la nuit. Pour Alex's Baby, c'est un peu la même chose. J'ai des visions de personnages. Bon, j'ai utilisé pas mal de gens de ma famille pour m'inspirer des personnages. Ma mère, par exemple. Yann, mon fils aîné, qui ressemble beaucoup à Vincent. Mais les idées de l'histoire me sont venues, je sais pas comment. Surtout que dans le Perche, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre. Enfin, jusqu'à maintenant, je touche du bois. Et donc, il fallait que je crée un suspense qui tienne en haleine, on me dit, dans le Perche. Les idées, tu dis que tu ne sais pas d'où elles viennent, mais tu vois à peu près quand elles viennent, parce que tu marches beaucoup, tu te balades. Oui. Est-ce que du coup, ça travaille T'as peut-être raison. même... T'as raison. C'est surtout pendant mes balades en forêt. Soit à cheval, soit à pied. Et au bout d'une demi-heure, j'ai toujours un petit calepin avec moi, avec un stylo. Et quand les endorphines, ou je sais pas comment ça s'appelle, commencent à marcher, le cerveau, les idées viennent tout seul. Et hop, là, tu notes. Oui, je note. Et oui. tu prends après ton calepin pour te faire ta séance de travail et commencer à intégrer tes idées. Et puis je note aussi beaucoup de choses à la maison. Je construis bien avant, mais ça part dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, même si on construit, je crois que tous les auteurs vont être d'accord avec moi. En écrivant, il y a des choses qui viennent du ciel, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on lit le lendemain, on dit mais d'où vient ça? C'est fou, c'est magique l'écriture pour ça. Je me livre. Quand le stylo marche tout seul, quoi, ou quand on tape. Enfin, si le stylo, c'est le clavier, parce que ça facilite l'écriture. Hein. Je me demande comment Hemingway, Victor Hugo et toutes les grands classiques, ils ont écrit tant de volumes avec un stylo et du papier. Oh, on se demande. Ouais. Quel est, toi, le livre qui t'a le plus marqué, peut-être inspiré, en tout cas ta première rencontre avec un livre de suspense que tu as aimé? Je crois que c'était un Mary Higgins Clark. Je crois que c'est le premier bouquin de Mary Higgins Clark qui m'a tellement pris en haleine du début jusqu'à la fin. Ça va peut-être me revenir. Mais depuis, j'ai un peu décroché à cette écrivaine parce que je trouvais que tous ces bouquins, les personnages se ressemblaient. C'était toujours les riches blancs, il n'y avait jamais un chinois ou un noir. Tout se passait toujours dans les milieux aisés. Mais elle avait quand même le talent de garder les gens en haleine. Bien sûr, Harlan Coben, enfin, tous les grands auteurs de suspense américains. Moi, je ne lis qu'en anglais. Malheureusement, je n'ai pratiquement que du plaisir à lire en anglais. Pourtant, il y a beaucoup de très bons auteurs de suspense français. Je crois que je vais m'y mettre. On me parle de... Les noms m'échappent maintenant, mais
T'as envie d'essayer de lire en français, Oui. de voir comment Oui, ça se présente. Peut-être commencer par Simon d'abord. Ouais. Et il paraît que c'est un auteur pas vraiment de suspense, mais un type très humain qui a su mener les histoires de policiers. Je vais peut-être commencer par lui. Un mot sur le Perche, cette région qui est la tienne aujourd'hui. Ah, je l'aime profondément. J'ai beaucoup voyagé, vécu ailleurs, mais quand je suis arrivée dans le Perche, j'ai senti vraiment les racines pousser. Tout le monde dit ça. Tous les gens qui arrivent ici dans le Perche tombent amoureux du Perche. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être le silence. C'est très beau, bien sûr, le paysage. On est bien ici, c'est tout. Moi, je me sens 100% percheronne. Je me sens plus du tout américaine, ni suédoise, ni français. Je me sens percheronne. Et puis, j'ai la chance d'avoir des chevaux, un cheval qui m'est très cher et qui fait partie de ma vie. Et donc, ici, dans le Perche, je peux monter à cheval. À Paris... Et puis il y a Lola aussi, cette belle Lola. chienne avec qui tu peux faire tant de balades dans la forêt. Oui. Lola, ma chère Lowenberg, qui pèse 55 kilos, elle pèse plus lourd que moi, que j'ai trouvée abandonnée dans une forêt. Elle ne me quitte pas. Alors les animaux sont très importants pour moi. Merci Anne de Pasquale. Et Anne, je te propose d'écouter maintenant un extrait de ton livre Alex Baby, et c'est ton fils Yann Appéry qui va le lire. Yann est romancier lui aussi, il est lauréat du prix Médicis, du prix Goncourt des lycéens et de la bourse écrivain de la Fondation Hachette. L'écriture, c'est de famille. Oh, c'est chouette ça. Merci Sarah. À bientôt. À très bientôt. Je me livre. Je me livre. Alex s'arracha à la vision du berceau vide. Un courant d'air froid s'insinuait sous la fenêtre. Elle prit conscience que son corps était glacé. Le feu était mourant. Elle déplia les jambes, rejoignit le poêle, ajouta 2 bûches et remua les braises. Elle alla chercher un gilet de laine dans sa chambre. Tout en l'enfilant, elle se rendit au bar. Le feu éclaira un instant son reflet fantomatique dans le miroir Napoléon III noir et or, le plus lourd et le plus précieux de la collection, qu'elle avait réussi, non sans peine, à accrocher ce matin. Elle prit un petit verre de cristal et se versa un sherry. C'est alors qu'elle perçut une rumeur provenant de l'extérieur, un bruit qu'elle redoutait, annonciateur de nouveaux arbres déracinés, de berges inondées, de mulots noyés. Les orages étaient rares à cette époque de l'année. Peut-être à cause du réchauffement climatique, ils étaient devenus plus fréquents. Alex savait qu'ils pouvaient se former rapidement, éclater sans prévenir. Les tempêtes de vent semaient elles aussi le chaos dans cette région de France où les paysans avaient supprimé la plupart des haies pour créer des champs plus vastes et ensoleillés. Ce n'était qu'une question d'argent et de profit. Le vent en tirait avantage et se vengeait. L'année passée, en cette même fin mars, il avait eu raison de la moitié de l'arbre préféré de Marc, le vénérable tilleul qui dominait tous les autres arbres autour de la vieille ferme et s'épanouissait chaque automne en un grand nuage d'or. Marc en aurait été dévasté. Alex se sentait très lasse. Elle se laissa retomber dans le fauteuil. Quelque part, un volet claqua. Le conduit de cheminée laissa entendre un long cri inquiétant. Dehors, le vent gagnait en force. Le volet claqua à nouveau, 2 fois d'affilée. Mais le son était diffus, comme s'il provenait de très loin. Le seul volet de la maison était celui de la fenêtre de sa chambre, et Alex était certaine de l'avoir attaché. Elle l'entendit battre encore. Gemma! La naissance du poulain n'était pas prévue avant au moins 2 semaines. Il était bien trop tôt. Elle se dressa d'un bond et, se dirigeant vers la cuisine, se cogna contre la table de couvent. Ignorant la vive douleur, elle voulut allumer une lumière qui refusa d'obéir. Elle ouvrit un tiroir, trouva une bougie, tâtonna à la recherche d'une boîte d'allumettes. Protégeant la flamme, elle saisit le téléphone. La ligne était morte. Dans une vision fugace, elle s'imagina au volant de sa voiture, en route vers le cabinet vétérinaire le plus proche, sur des chemins encombrés d'arbres. Elle se précipita dans le vestibule. Tenant la bougie d'une main, elle parvint, bon gré mal gré, à enfiler son ciré. Elle courut alors dans la cuisine, brusquement rebroussa chemin et se remit à fouiller dans les tiroirs de la table à manger, à la recherche d'une lampe de poche. Quand elle sortit à la rencontre des éléments déchaînés, la pluie s'abattit sur elle, giflant son visage nu de ses doigts glacés. Une série d'éclairs illumina le ciel tout entier, suivi d'un coup de tonnerre si assourdissant qu'il lui sembla sentir la terre trembler sous ses pieds. Bravant la tourmente, presque pliée en 2, elle progressa péniblement vers les écuries. Le claquement était de plus en plus fort.
À l'entrée du box, elle tendit la main machinalement vers l'interrupteur, oubliant la panne de courant. Elle ne distinguait pas la jument. C'était mauvais signe. Le mince rayon de sa lampe confirma ses craintes. Gemma était à terre, fortement agitée, et l'un de ses pieds ne cessait de frapper la cloison du box. Le choc d'Alex fut tel qu'elle sentit son cœur faire un bond. La jument n'était pas seule. Un homme était agenouillé près de sa croupe. « Elle doit vous connaître mieux que moi. Venez lui parler. Elle a besoin de notre aide pour expulser le poulain. » Sa voix était calme, basse. Alex n'eut pas le temps d'assimiler ce qui se passait. Elle obéit sans réfléchir, son inquiétude pour la jument l'emportant sur sa peur. Elle étouffa les questions qui lui venaient spontanément aux lèvres. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi au milieu de la nuit ?» Elle s'agenouilla lentement près de la tête de la jument, caressa l'encolure en sueur, en lui murmurant des paroles apaisantes. « Une des jambes du poulain est coincée. Je vais essayer de la libérer. Vous pourriez éclairer de ce côté ?» Sa voix était posée, plus basse encore. Alex détacha sa paume de l'encolure parcourue de spasmes et vint se poster derrière l'homme. Elle pointa le faisceau entre les jambes postérieures de la mère qui se débattait dans le vide. Un des pieds du petit pendait, fin et délicat. L'autre jambe était en effet coincée. La main de l'homme disparut dans la jument. « Je l'ai !» La jambe jaillit. Une petite tête apparut, les oreilles aplaties, les yeux clos. On eût dit la tête d'un faon. Gemma soupira. Son corps massif trembla violemment. Le poulain acheva de glisser hors d'elle. La jument releva la tête, se redressa, les jambes vacillantes, et collant sa bouche contre son poil trempé, donna à son petit de légères bourrades. Derrière elle, l'inconnu nettoyait ses mains et ses avant-bras dans un mouchoir. Son dos était tout piqué de paille. Alex braqua soudain la lampe sur son visage. Il ne broncha pas. Il n'était ni jeune ni vieux. Il était mal rasé, l'air fatigué, les cheveux châtains. Il était assez grand, portait un vieux pantalon kaki et un pull bleu marine sur une chemise bleu délavée. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle enfin, le faisceau toujours braqué sur son visage. Il se baissa, ramassa un sac à dos défraîchi et un blouson de cuir. « Vous avez de la bétadine ? Vous devriez désinfecter l'extrémité du cordon. Excusez-moi si je vous ai fait peur. » Alex l'examina un moment. « Il y a un robinet dehors, sous le mur de la grange, dit-elle, si vous voulez vous laver. Je vais vous chercher une serviette. » Elle sortit de l'écurie, serrant contre elle l'imperméable. Elle courut jusqu'au garage, accolée à la grange, parvint à entr'ouvrir l'immense porte coulissante, lourde et mal commode, juste assez pour se faufiler à l'intérieur, et prit une serviette près de l'évier de pierre. L'énorme porte claquait sans répit. Pendant plusieurs secondes, Alex fut comme paralysé, ses yeux rivés sur l'embrasure étroite. Prenant son courage à deux mains, elle affronta à nouveau le mur de pluie battante, se frayant un passage jusqu'à la sellerie, de l'autre côté de l'écurie. Elle farfouilla dans le placard, trouva des compresses stériles et un vieux flacon de bétadine. Elle se maudit intérieurement. Il ne contenait plus qu'un résidu marron sombre, tapissant le fond. « Je vous ai apporté une serviette, dit-elle, portant la voix. » Pas de réponse. Juste le son des bêtes qui, en bougeant, faisaient bruisser la paille. Elle scruta l'obscurité au-dessus de la porte du box. Le faisceau lumineux ne révéla que Gemma et le nouveau-né. L'inconnu n'était plus là. Entretien avec Madame Anne de Pasquale. Abonnez-vous à notre podcast Je me livre sur votre plateforme de streaming préférée. Mettez des étoiles, partagez. Les podcastduperche.com. Je me livre.